What's your name? My name is Leila Gandhi. Leila Gandhi. Bonjour et bienvenue en France, à Paris, une des 3 villes les plus visitées au monde, avec ses 16 millions de touristes annuels, ses monuments illustres et son art de vivre légendaire. Mais nous ne parlerons pas de cela aujourd'hui. Nous parlerons de sujets qui nous touchent en plein cœur. Nous sommes devant le Bataclan et nous parlerons de ces événements tragiques survenus en 2015 qui ont causé la mort de dizaines d'innocents et jeté la terreur sur plus de 60 millions de Français. Des actes terroristes, des attentats commis par des fous au nom de leur interprétation déviante de la religion. L'islam est pris en otage dans le monde et en France, pays laïque, traditionnellement terre des droits de l'homme et des libertés. Comment les musulmans vivent-ils le terrorisme islamiste? La majorité silencieuse de Français de confession musulmane a-t-elle un rôle à jouer? Autour de quelles valeurs peuvent s'unir les Français? D'ailleurs, c'est quoi être français? Je vous propose de venir avec moi à la rencontre de femmes françaises, marocaines, musulmanes, pratiquantes ou pas, qu'elles soient ministres, militantes, intellectuelles, maîtresses d'école, femmes de médias, et c'est à travers elles, leurs témoignages, leur éclairage, que nous tenterons d'apporter des éléments de réponse. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares. Qui sont ces Françaises d'origine marocaine? Parviennent-elles à trouver leur place dans la société actuelle? Pour en parler, nous allons à la rencontre de Nejwa Ablouini El Adfani. Elle est un des exemples de la méritocratie française. Enfant de l'immigration, de père ouvrier, de mère arrivée analphabète, Nejwa a su tracer sa route des tours de Mantes-la-Jolie au tour de La Défense, et elle est aujourd'hui un des fers de lance du combat pour la diversité, la mixité sociale et l'égalité des chances. Est-ce que c'est facile de sortir, entre guillemets, des banlieues? Le seul vrai moyen de sortir d'une zone écartée des métropoles françaises, parce que pour la ruralité c'est la même chose, hein, c'est de s'intégrer économiquement, et en fait ça passe par l'école, ça passe par un diplôme et ça passe par un job. Et ça maintenant, la vraie question c'est comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde ait bien accès aux études qu'il a décidé de mener. Il faut lui donner l'information, il faut l'accompagner. Il y a un capital qui n'est pas le même pour les uns et pour les autres, c'est-à-dire que selon le milieu social dans lequel on est, évidemment qu'on n'est pas préparé de la même façon à des belles filières d'excellence. Donc l'école de la République, elle doit aussi faire ça, elle doit aussi préparer chacun à pouvoir faire les études qu'il est en capacité de faire, et c'est ça l'égalité des chances. Quand on vous dit que vous êtes une femme bien intégrée, est-ce que c'est pour vous c'est un peu insultant, péjoratif, un compliment? Il y a 10 ans, je vous aurais dit, mais j'ai pas à m'intégrer, je suis née en France, je suis française, et je ne veux pas entendre que je suis bien intégrée. Je n'ai pas à m'intégrer plus que mon concitoyen qui est a priori mon égal. Avec du recul, avec un peu de maturité, je me dis qu'effectivement, il y a quand même un écart qui existe. Je pense qu'il y a encore une schizophrénie autour de ce sujet et qu'il n'est pas évident pour tout le monde de se lever un matin, d'être bien dans ses baskets et de se dire « je suis français » et même si dans le regard de certains, je ne serai pas vue comme telle, moi je décide que je le suis et je vais prouver que je le suis. C'est compliqué, c'est un combat de vie, c'est un combat que l'on mène presque tous les jours. Il y a une enquête qui a été faite récemment par l'INSEE l'INED qui est très intéressante en cela, qui s'appelle Trajectoire et Origine, qui dit que sur 22 000 personnes interrogées, donc immigrés, enfants d'immigrés, 93% des personnes interrogées à qui on a posé la question suivante « Vous sentez-vous français ?» répondent « Oui, je me sens français », 93%. Et en fait, le déni de francité n'est pas chez ces personnes-là, mais dans le regard de la population majoritaire. C'est qu'on a tendance à parler des enfants d'immigrés et d'immigration en des termes très négatifs, alors qu'il faut montrer ce qui fonctionne, il faut montrer ce qui est positif, il faut donner envie à la génération d'après aussi de s'impliquer, d'y croire, de faire des études. Sauf que pour ça, il faut effectivement mettre des exemples de réussite en valeur, en avant. Il faut aussi que les politiques nous aident. Et c'est pas toujours évident quand on nous parle aujourd'hui de certaines lois ou de certains changements dans la Constitution qui justement peuvent parler de la déchéance. Je parle de la déchéance de nationalité qui effectivement a remis un coup contre ce combat que l'on mène. Parce que quoi qu'on en dise, terroriste ou pas, à un moment donné, on a imaginé faire une différence entre des concitoyens français. Comment vous avez ressenti, vous, en tant que Française, musulmane, ces
attentats terroristes, islamistes, d'autres Français à l'égard de leurs frères français? La première chose qu'on a ressentie, en tout cas moi que j'ai ressenti qu'effectivement c'était juste des concitoyens. D'ailleurs, d'abord, voilà, c'était eux, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être n'importe qui. Ensuite, s'est installée la crainte de quelle est la conséquence et quel est l'amalgame potentiel qui va être fait entre les terroristes et les musulmans lambda. Et c'est sur le long terme qu'il faut s'assurer que l'amalgame n'est pas fait, que ça ne porte pas préjudice à tous ces jeunes garçons d'origine maghrébine et de confession musulmane qu'on va voir comme un potentiel terroriste. Oui, il faut qu'on fasse le travail, évidemment, de pédagogie, chacun à notre échelle, en expliquant que ça n'est pas ça l'islam. Après, il y a toujours cette question de pourquoi est-ce que je devrais encore expliquer? C'est-à-dire que depuis toujours, on a l'impression qu'il faut expliquer que parce qu'on est d'origine étrangère, on n'est pas voleur, on n'est pas menteur, on est aussi travailleur. Ensuite, il faut expliquer que parce qu'on vient de banlieue, alors oui, on est aussi capable de faire autre chose que de casser des voitures. Maintenant, moi, j'ai accepté que ce travail de pédagogie, les générations présentes doivent le faire pour que la génération d'après, ce soit certainement plus simple encore pour elles. Donc, il y a une part de sacrifice et en même temps, on le fait un peu pour nous et puis on le fait un peu pour nos enfants et d'ailleurs surtout pour nos enfants. Paris walking, yeah, now. Paris walking, yeah. Paris walking, yeah, now. Paris walking, yeah. Autre femme, autre exemple de réussite, nous allons à la rencontre de Myriam Bouhail qui a obtenu la meilleure note de France au baccalauréat. C'est simple, à elle seule, elle incarne l'idée de l'école de la République et elle nous montre encore une fois à quel point l'éducation est primordiale. Elle est le socle de nos sociétés et du vivre ensemble. Comment est-ce que c'est possible d'avoir 21 sur 20 au bac? Grâce aux options que j'ai prises, du coup c'était le grec, la section européenne anglais. Et puis j'ai eu des plutôt bonnes notes dans les autres matières, du coup ça m'a permis de dépasser le 20. Quelle note en maths? 20. Quelle note en physique-chimie? 20. J'espère que ça inspire beaucoup de jeunes. Ouais, j'espère avoir contribué à ça en tout cas. Et ouais, c'est une grande fierté aussi pour ma famille et je vois aussi pour mon pays. Donc alors, c'est bien. Ton pays, c'est lequel? C'est les deux, la France et le Maroc. Quand on est issu de plusieurs pays, on a ce relativisme, cette ouverture d'esprit peut-être que d'autres n'ont pas. Et du coup, on va plus aller vers les autres, on va plus essayer de s'enrichir à tous les points de vue. Parce que moi, dans ma famille, donc, je vous l'ai dit, mon papa est ouvrier, ma maman, elle est mère au foyer. Et on est 6 enfants et on a la chance tous, en tout cas les plus grands, d'avoir tous suivi un cursus post-bac scientifique. Certes, le déterminisme social existe, mais on a quand même le choix, ce libre arbitre qui fait que on peut choisir nos chemins et donc réussir, même si on va dire les statistiques sont un peu contre nous. Ma maman, elle dit souvent le savoir c'est la lumière. Oui. Et donc, finalement, on est empreint de ça. C'est deux aspects de nos vies qui nous poussent à aller vers les études, vers le savoir, l'éducation et puis aussi la religion. Pourquoi la religion? Parce que la religion, dans le Coran, donc je suis musulmane, hein, et c'est vrai qu'on nous pousse à aller vers la science, vers les sciences et vers le savoir, puisque finalement l'ignorant, c'est celui qui n'arrivera pas à comprendre le monde dans lequel il vit. C'est quoi pour toi l'image de la femme musulmane aujourd'hui? Je ne dirais pas qu'il y a une image précise de la femme musulmane, mais on peut porter le voile, on peut mettre des jeans, on fait comme on le sent, comme on l'a ressenti et comme on le vit, quoi. L'islam peut tout à fait se fondre dans la République. La preuve en est qu'on est des musulmans pratiquants. On fait nos prières 5 fois par jour, on va à la mosquée et on vit dans ce pays français qui est une république et on aime aussi cette république. Aujourd'hui, on parle beaucoup justement de l'image des musulmans, un peu négative avec la montée des extrêmes. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens, toi, en tant que Française de confession musulmane? Je dirais personnellement, j'ai jamais eu véritablement de confrontation directe avec le racisme ou l'islamophobie, mais c'est vrai qu'on a certaines personnes, j'ai certains amis qui ne comprennent pas forcément l'islam, qui ne comprennent pas les valeurs que cette belle religion défend. Et du coup, c'est vrai qu'on est amené, et je trouve ça tout à fait positif, à débattre avec eux et surtout à leur expliquer, parce que je crois que les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Laissez parler les petits papiers. À l'occasion, papier chiffon. Un soir, papier buvard. Vous consolez
Là, on est dans le 17e arrondissement. Ouais. On est à Paris. Ouais. Donc voilà. Et il y a le soleil, ça va, mais il fait froid un peu. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Khalid Amran. Voilà, dédicace à ma maman. Moi, je t'aime. Elle est où ta maman? Elle est au Maroc. C'est vrai. Oui, tu as quel âge? 18 ans. Et tu es venu il y a combien de temps? Il y a 10 ans. Il y a 10 ans? Il y a 10 ans, ouais. Donc tu es venu, tu avais 8 ans. J'avais 8 ans. Et tu es venu avec qui? Et je vivais tout seul depuis 8 ans. Tu es venu après... clandestinement ou quoi? Voilà, c'est ça en fait. Ah, Harqti. C'est ça, Leïla. D'accord, dédicace à toute ma famille, tout le quartier. Et au Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la France, le monde entier en fait. Et j'ai trop envie de voir ma daronne. Je t'aime, maman. فوقاش آخر مرة شفتي ماماك؟ Il y a 8 ans. Wallah. صعيب الحال اخويا عليك. علاش ما صعيب بقيتيش الحال المغرب؟ mais c'est le cœur, il faut qu'il soit... بزاف الناس كيجيو كيقولوا غتكون الحياة زوينة ولكن ما كيعرفوش هذا انا نقولها لهم قدام الكاميرا. هذه كيقولوا الحياه زوينه، هنايا ما زوينه ما والو. الحياه هنايا ما كنجمعوش الفلوس بالبالا. هنايا اختي صعيبه بزاف. وعاد في سكي سباس en ce moment les attentats nanana franchement ça devient compliqué. La France c'est pas ça, moi je vous dis c'est pas ça la France. Regardez les ruelles. Casablanca c'est mieux qu'ici. Regardez les ruelles. On dirait on est je sais pas où là. الله يحفظك اخي. ونتمنى غتدخل المغرب وتشوف ماماك وباباك. ان شاء الله c'est ce que je souhaite inchallah. J'espère bien inchallah. Pour Khalid, la France, ce n'est pas un Eldorado. Il a grandi tout seul, de centre social en centre social, et il suit aujourd'hui une formation en manutention. Comment vous vous appelez? Ersine. Ersine. Oui. C'est d'origine turque. Bravo. Vous êtes turc et français ou Non, deux parents turcs. Vous êtes turc, vous n'avez pas la nationalité française? Si, j'ai la double nationalité. Ah, j'ai vu qu'il y avait un attentat là en Ankara. Ouais, hier après-midi. Hier après-midi, ça a été revendiqué? Non. D'après vous, c'est quoi? Ça va être toujours les mêmes, hein. C'est-à-dire? L'État islamique, malheureusement. Et vous êtes musulman? Oui. Et comment vous vivez justement le terrorisme islamiste? Ça ne me parle absolument pas. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Est-ce que vous sentez que le regard de la société française a changé sur les musulmans? Alors là, si je parle de mon métier en tant qu'Uber, par exemple, on voit bien qu'il y a quand même 90%, ce sont des gens issus de l'immigration, dont il y a essentiellement des Arabes, il y a énormément de gens de nationalités différentes. Et je pense qu'au contraire, ça redore l'image que peuvent avoir les Français envers leur communauté musulmane. Parce que voilà, je vois il y a énormément de petits jeunes issus de la banlieue qui font ce métier-là et qui vont aller chercher la petite bourgeoise, on va dire, du 16e. Alors voilà, c'est deux mondes qui ne se seraient jamais rencontrés, hormis le temps d'un trajet sur Uber. Et je pense que voilà, ça contribue à donner une meilleure image des musulmans. C'est clair. Les petits jeunes, ils sont tous agréables, ils sont habillés correctement. C'est bonjour mademoiselle, même si on sent bien qu'ils font tous des efforts à pouvoir, pouvoir communiquer avec des gens qu'ils n'auraient pas du tout rencontrés dans leur quartier. Qui viennent par exemple du Limousin, qui n'ont jamais connu de musulmans de leur vie. Quand ils se rencontrent, ils disent finalement on est normaux, quoi, tout simplement. Yo soy el quiebra ley, mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Petit îlot arabophone dans le paysage audiovisuel français, Radio Monte Carlo d'Ouelia est une radio qui s'adresse au monde arabe et qui parle des problèmes du monde arabe, mais avec un autre regard. Et chose peu commune dans le monde arabe, ici, le patron est une femme. Et elle s'appelle Ça fait plaisir de voir beaucoup de femmes. Oui, ils sont partis. En fait, les hommes sont partis, les femmes sont restées, c'est ça? Cette radio, elle a gardé une notoriété et un respect de l'auditeur sur
ces 44 ans d'existence parce qu'elle n'a jamais bougé. Elle est libre, laïque, universaliste. Maintenant, avec ce qui se passe dans le monde arabe, si on avait été une radio qui avait une tendance religieuse ou qui s'appuyait sur une religion, quelle qu'elle soit, eh ben on aurait été obligé de prendre position. Est-ce qu'on peut être musulman et laïque en même temps? Oui, je le suis. Oui, absolument. On peut, justement, c'est ça, c'est de garder le religieux loin de la vie et du travail et de la vie publique. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux médias de masse français qui, peut-être volontairement ou involontairement, contribuent à alimenter les stéréotypes, les amalgames, en donnant toujours la parole aux mêmes et en ne mettant pas en valeur, justement, l'écrasante majorité de musulmans qui s'inscrivent dans le vivre ensemble, dans la République. Les médias doivent faire un effort double, peut-être, pour aller chercher plus loin, un peu plus loin que ce qui me paraît. Les intellectuels et les gens qui peuvent expliquer ne vont pas au-devant pour expliquer, pour prendre la parole. Donc on se retrouve avec des gens qui parlent au nom de la majorité silencieuse dont vous parlez et qui ne représentent personne. Il faut commencer quelque part et je pense que le rôle des intellectuels, le rôle des médias est très important. Parce qu'aujourd'hui, qui explique aux jeunes ce qui se passe? C'est à nous de le faire. De votre point de vue, comment est-ce que le monde arabe, le monde musulman, vit ce terrorisme islamiste? Il y a un déni de la réalité. Ce n'est pas l'islam. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas l'islam. C'est une déviation. Ce n'est pas nous. Voilà, on cherche à chaque fois à mettre le problème sur quelque chose. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ce terrorisme, il est sorti des pays musulmans, il est malheureusement fait par des jeunes musulmans. Et donc, on ne peut pas continuer à nier. C'est vrai que ce n'est pas l'islam. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait après? Il faut prendre le problème à bras-le-corps. Par exemple, en France, tous les ans, nous avons des journalistes volontaires qui vont aller dans des écoles qui sont qualifiées d'écoles difficiles, lycées difficiles, collèges difficiles, pour leur expliquer ce que c'est que notre métier, pour donner aussi l'exemple, parce qu'il faut toujours que ces jeunes-là puissent s'identifier à des modèles positifs. Ils vont là-bas, ils vont parler de la possibilité pour tout un chacun de réussir et d'un autre côté d'essayer de décortiquer un peu, ça c'est récent, le discours des extrémistes que ces enfants peuvent rencontrer sur Internet et qui se laissent influencer par un discours de haine ou qui cherche à radicaliser les enfants et qui arrivent. Et on se rend compte que ça a de l'impact. Ils arrivent. Ils gardent en tête une image positive des passages des journalistes. Donc, par exemple, l'attentat du 13 novembre, on a passé la nuit ici. On a passé la nuit avec l'antenne ouverte, avec le monde arabe. Et on a senti une telle solidarité avec la France qui fait chaud au cœur et qui donne de l'espoir. En fait, il y a de l'espoir. Il faut juste qu'on y croie. Moi, je suis marocaine. Et vous? Moi, je suis algérienne. Et donc, justement, ça m'intéresse de savoir si les femmes du Maghreb apprécient ou n'apprécient pas le lido. Si, il y en a, mais moi, ça me dit. Enfin, je veux dire, ça vous choque ou pas? Non, ça me choque pas. Pourquoi ça me choque? Rien n'est choque maintenant. Au contraire, c'est joli. Rien n'est choque maintenant. Ouais, moi je suis féminin. Ouais. Voilà, non, ça me choque. Il y a des gens qui disent Chouma, ça se fait pas. Chouma, non, mais je suis pas à leur place. Chouma les Houma, c'est pas. Chouma les Houma ou la mouche Chouma les Houma? Non, que le wahed là, il s'est allé. Chacun son truc. Non, c'est pas l'occasion, elle tombe. Je dis pas non. Et si votre mari y va, c'est pas un problème non plus. Ou votre fils, ou votre frère. Non, marié avec moi. Voilà. I love Paris in the springtime. Elle est féminine et sensuelle et elle a fait de sa beauté son métier. Amina El Lem est mannequin professionnel et c'est encore une femme qui vient briser bien des préjugés et nous montrer un autre visage de la femme musulmane. Amina, bonjour. Merci.
Ça va? Ça va, et toi? Oh, je me sens toute petite à côté, comme ça. Par rapport à, je sais pas, la société marocaine, ça a été quelque chose où tu as trouvé des résistances ou pas du tout? C'est vrai que ce n'était pas très facile au début parce que le mannequinat n'était pas encore forcément bien vu. Je pense que c'est difficile d'en vivre au Maroc. Certains parents et certains papas en particulier, ils pourraient ne pas accepter que leur fille fasse du mannequinat, pose pour des photos, porte des tenues sexy, aille vivre seule. C'est pas évident pour tous les Marocains et pour tous les papas. Ouais. C'est sûr que c'est pas évident. Moi, j'ai quand même eu la chance d'avoir un père qui a compris que j'avais envie de faire ça. Forcément, il est protecteur, comme tout papa avec leur fille. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux parents, aux pères qui empêchent leur fille de vivre ce qu'elles veulent? On devrait, je pense, pouvoir donner l'opportunité à ces jeunes filles déjà d'aller à l'école, c'est le plus important, de pouvoir suivre la carrière qu'elles ont envie de suivre. Plus il sentira qu'elle est indépendante, plus il se sentira mieux parce qu'il se dira que ma fille a fait ses études, elle travaille et je sais qu'elle va pouvoir s'en sortir seule. Certains peuvent penser que c'est difficile d'être musulmane, croyante, pratiquée et en même temps être mannequin. Qu'est-ce que tu en penses? Avant de faire les choses, je pense à Dieu. Je me dis, est-ce qu'il sera fier de moi ou... Je me sens tellement bien quand je lis le Coran. Donc, le mannequinat n'a rien à voir avec ça. Je veux dire, je fais rien de mal. Je fais comme je le sens et puis je choisis mes jobs, bien évidemment. Je ne fais pas n'importe quoi. Qu'est-ce que tu ne ferais pas, par exemple? Le nu, jamais. Lingerie, jamais. Maillot, jamais. Oui, il y a des gens qui disent que, par exemple, une musulmane est censée se voiler, est censée ne pas montrer sa beauté, porter des pantalons longs, des pantalons larges. Pour les vrais musulmans, le jugement est interdit parce qu'il n'y a que Dieu qui a le droit de juger. Donc, comme on dit, le fait de juger quelqu'un d'autre, c'est haram. Donc, déjà pour moi, ça, c'est... ils ne sont pas du tout sur la bonne voie. De là à dire, oui, pourquoi elle porte une jupe, pourquoi elle porte une robe, pourquoi elle porte un pantalon, pourquoi elle porte un short, pourquoi elle n'est pas voilée. Déjà pour moi, cette personne-là n'a rien compris. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Des militaires dans les rues de Paris, cela veut dire que la ville est en état d'alerte, que le pays est en état d'urgence. Cela veut dire que l'armée, censée protéger le pays à l'extérieur de ses frontières des menaces étrangères, doit aujourd'hui protéger le pays d'une menace qui vient de l'intérieur. Latefa Ibn Ziyatin en sait quelque chose puisque son fils, Ahmed, militaire, a été tué en 2012 lors de l'attentat de Toulouse. Elle parcourt aujourd'hui la France pour sensibiliser les jeunes ou contribuer à les déradicaliser, un terme nouveau mais de plus en plus d'actualité. Nous sommes dans la maison d'arrêt de Villepinte et nous allons assister à l'intervention que donne Latefa Ibn Ziyatin à l'attention des détenus. Vous êtes une mère de 5 enfants, comme vous nous l'avez dit. Comme ma mère, on est une famille de 5 enfants. Les parcours se ressemblent un peu. Moi, j'aimerais comprendre comment votre fils il a pu se tourner vers l'armée. Pour moi, c'est un peu compliqué. L'armée française, ça représente la colonisation, ça représente la guerre en Irak, ça représente le soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Mon père, il était militaire. Mon grand-père, il était militaire. Et j'ai un fils qui est militaire. Si on n'a pas ces militaires, à votre avis, qui c'est qui protège qui? Moi, si mon fils il a choisi d'être militaire, mon fils il a fait des études jusqu'à Bac+4. J'ai respecté son choix. Ça m'a fait peur.
qui meurt dans une guerre. Oui, ça m'a fait peur. Il a voulu servir son pays où il est né. Il était fier d'être militaire et j'étais fière de mon fils. Croyez-moi. Madame, votre fils, il est parti à l'armée, il a fait le choix d'aller pour tuer les gens. Au nom de la République, comme vous l'avez dit, pour défendre soi-disant ce pays. Mais la République, elle ne fait pas que défendre la France, elle est aussi pour elle attaque aussi les musulmans. Hein. Et un devoir du musulman, c'est d'aider son frère musulman. Il n'est pas de le laisser tuer par des koufars. Et ça, vous le savez très bien. Son fils, il a eu les mêmes problèmes que toi, tu as eu. En fait, il s'est posé les mêmes questions que toi, en fait. Il s'est demandé aussi s'il pouvait trouver sa place et finalement il n'a pas lâché, à la fin il l'a trouvé. Aujourd'hui le vrai français c'est nous. Le vrai français c'est celui qui porte la barbe, c'est celui qui porte la kippa, c'est nous tous les vrais français. La France c'est chez nous. Moi en ce qui me concerne, je vous donne juste mon point de vue, et moi mon pays que j'ai à défendre c'est la France. Au jour d'aujourd'hui, ce que je ne comprends pas, hein, l'État français veut faire la déchéance de nationalité, les renvoyer dans leur bled, on est né en France. Hein. On va dire pour la moindre connerie, on nous renvoie dans notre bled, mais s'ils veulent aller en Syrie, laissez-les partir aussi, chacun sa vie. J'ai un jeune de mon quartier qui est parti là-bas. Et il est parti pourquoi? Il n'est pas parti pour faire la guerre, il est parti pour se marier. Et il voulait trouver une femme, il a du mal à trouver une femme ici, il voulait se marier là-bas. Et ici, il veut faire sa vie là-bas, je sais pas, laissez-le. Et il y a des attentats ici en France, c'est parce que l'État français les met, comme on disait tout à l'heure, sous pression. Ils ont eu des problèmes sociaux, des problèmes financiers, ils n'avaient pas d'amour, etc. Je vais prendre mon cas. Alors moi, j'ai pas de problèmes sociaux. J'étais inséré, j'avais un boulot tranquille, ma famille plein d'amour, aucun problème, rien à signaler. Côté financier, impeccable, alhamdoulilah, pas de problème. Côté amical, tranquille, tout va bien. Pourtant, je suis parti en Syrie. Manquez pas d'amour, vous êtes très bien, vous avez un travail, vous lâchez tout pour partir en Syrie. C'est moi peut-être que je vous pose la question, pourquoi vous partez? Vous prétendez qu'il n'y a qu'un islam, mais après vous nous demandez aussi que vous souhaitez qu'on ait un islam républicain, que les juifs, les musulmans ils peuvent vivre ensemble. Or, comme vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, l'islam il n'est pas là pour être l'ami des autres religions. Hein, dans le Coran, il nous a dit combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, parmi ceux qui ne. Comment ça s'appelle, faut pas venir nous dire à nous, nous on est là, faut être gentil, faut être ceci ou faut être cela. Nous aujourd'hui on est combattus pour nos convictions. Moi, on part, comment ça s'appelle, les gens, ils veulent partir en Syrie ou ailleurs pour les convictions, non pas pour forcément combattre. Ils veulent partir pour vivre un islam sous la charia. Il faut les laisser faire. Alors pour vous en sortir, il faut libérer votre cœur déjà. Parce que ici, vous êtes en prison. Vous faites 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, vous sortez. Mais si vous n'êtes pas libéré là-dedans, vous ne serez jamais libre. Vous serez toujours prisonnier. Non, je veux savoir ce que c'est qu'un terrorisme. Ok, c'est les Corses et c'est les barbus, mais je veux savoir la vraie définition d'un terrorisme. Pourquoi l'Occident, les Américains et les Français, on ne peut pas, eux, les traiter de terrorisme? Moi, je veux juste la définition. C'est assez bouleversant d'entendre l'histoire de ces gens. Et c'est en fait assez flippant aussi d'entendre certaines positions assumées, convaincues. C'est des jeunes qui ont un discours construit, qui parlent très bien, qui ont des idées, des opinions, des positions. Lorsque vous entendez, vous voyez des mères qui élèvent leurs enfants dans la haine et dans la violence, et que vous les entendiez dire la France nous a abandonnés, elle a ce qu'elle mérite. Est-ce que c'est des propos que vous entendez souvent ou ça reste très marginal? Est-ce que c'est une tendance? Oh, ça reste encore. Hein. Vous savez, pas longtemps, j'avais une réunion avec certaines personnalités de Toulouse et ils disent encore les jeunes, ils voient Mera comme un héros. Moi, quand quelqu'un me dit je suis oublié de la République, ça me fait mal. Je dis non, la République, il ne peut pas vous oublier. Vous êtes français, vous êtes né en France. Et non, madame. Vous dites, je n'ai pas ce sentiment que je suis français. Voilà, regardez où je vis, regardez à qui je côtoie. Si je sors en ville, je suis contrôlée 5-6 fois. À l'école, je n'ai pas de chance. Même si je reçois des diplômes et j'ai fini, je n'ai pas la chance d'accéder à une école supérieure parce que j'habite à telle adresse ou je porte à tel nom. C'est sûr, moi, ces jeunes, quand il me dit, quand les rats ils sont enfermés, madame, ils deviennent enragés. Ils sortent, ils font des ravages dans la société. Et c'est ce qui s'est passé là, je vois. Mais pourtant, sur le papier, aujourd'hui, il y a plus d'investissements, plus de politiques qui sont faites pour justement inclure tout le monde dans la société. Vous nous dites que dans les années 70, c'était un autre esprit, il y avait un vivre ensemble qui était naturel. Il n'y avait pas autant de ghettos. Ça fait 30 ans, à peu près 30-40 ans que ça a changé. Moi, le moment que je suis arrivée, c'était une mixité où j'habitais, il y avait des Français, et je me suis intégrée, c'est ces Français qui m'ont aidée, ils m'ont appris
On ne peut pas dire le contraire. Et je ne peux pas oublier, grâce à eux, que j'ai appris à lire, à écrire, à sortir, à gérer mon argent, etc. On a laissé les gens entre eux. Les gens, ils ont du mal à s'intégrer, à s'ouvrir. Et on est loin de la ville. Il faut voir les moyens. Et voilà. Et la pauvreté morale, c'est le plus dur, je pense, qui peuvent vivre ces gens-là. On ressent quand même qu'il y a peut-être un déficit d'amour pour la France de la part de ces jeunes-là. Comment faire selon vous, pour aider ces jeunes, encourager ces jeunes à se réapproprier leur identité française et à faire qu'ils l'aiment? Il faut ouvrir ces cités, il faut ouvrir ces ghettos, il faut mixer l'école, il faut l'égalité de chance. La base, la première, l'école, elle est à la maison. La prof, c'est qui? C'est la mère. C'est la mère qui éduque ses enfants. La base, c'est à la maison que ça se passe, que ce soit le respect, que ce soit la religion, ça démarre à la maison. On entend par exemple des jeunes faire référence à des versets du Coran, des versets qui peuvent prêter à une mauvaise interprétation, où on nous dit moi je pratique l'islam et l'islam me commande de tuer ceux qui ne suivent pas mon Dieu. Moi je suis musulmane, je suis croyante et jamais j'ai lu dans un surat d'aller tuer quelqu'un comme ça, c'est impossible. Le Coran, l'islam, c'est le partage, c'est l'amour, c'est la tolérance. Voilà, c'est ça dans l'islam. Ces jeunes, malheureusement, ils sont mal entraînés et quand ils lisent un surat, ils ne la lisent pas complètement. On lit les phrases et on en tourne comme on veut, on le manipule comme on veut. Merci. Merci beaucoup, Latefa. Je voudrais vous remercier pour votre combat. Et moi, je vous donne ça du Maroc. C'est un chèche. C'est un signe de paix, d'amour, d'amitié, de vivre ensemble pour la tolérance et contre l'obscurantisme. Merci. Dérangé par les propos violents de ces détenus, dérangé par les références permanentes qui sont faites de l'islam, je décide d'aller à la rencontre du président du Conseil français du culte musulman pour en parler avec lui. Il est pour l'indépendance financière du culte musulman de France, pour la création d'un conseil qui encadrerait l'interprétation et la compréhension des versets du Coran. Et il est aussi pour la réforme des pratiques de l'islam. C'est sûr, Anwar Kbibish est un homme de conviction. Est-ce que je dois me couvrir les cheveux? Pas forcément une obligation, mais mettez-vous à l'aise, il n'y a pas de souci. C'est comme je veux? Oui, comme vous voulez. Est-ce qu'on doit dire musulman de France ou français de confession musulmane? Par commodité, on parle de musulman de France. Parce que quand on dit musulman de France, on a l'impression que d'abord musulman, puis français. Oui, enfin, le plus juste, c'est de parler de citoyens français et de confession musulmane. Mais effectivement, les musulmans de France sont d'abord des Français et nous sommes dans une république laïque. Et la laïcité à la française, comme on dit, garantit à chacun de croire ou de ne pas croire, et elle garantit à ceux qui croient de pouvoir vivre leur spiritualité et leur religion en toute quiétude, en toute sérénité. Est-ce que l'islam est compatible avec la laïcité? Pour nous, la question ne se pose même pas. L'islam a toujours été respectueux de la croyance des autres. Il y a un verset qui est très, je dirais, clair là-dessus, nulle contrainte en religion, la ikraha fid din. Et d'ailleurs, au lendemain des attentats tragiques du 13 novembre dernier à Paris, nous avons proclamé solennellement un manifeste citoyen des musulmans de France dans lequel nous réaffirmons notre attachement au pacte républicain et aux valeurs de la République. Certains pensent que l'islam et la pratique musulmane est gravée dans le marbre, qu'elle ne doit pas bouger, et quelquefois ça se rapproche presque du dogme dans la forme de pratiquer la religion. Vous êtes pour la réforme des pratiques de l'islam. Comment est-ce que vous imaginez, comment est-ce qu'on peut aboutir à ces réformes-là? يعني رسول الله سبحانه وتعالى يعني على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. Donc le renouveau de la religion, tajdid ad-din, c'est une notion qui fait partie de la religion musulmane. Je dirais que le fait de s'adapter au contexte dans lequel on se trouve est quelque chose également de fondamental dans la religion musulmane. Il y a le texte et il y a le contexte. Et les musulmans de France ou les citoyens français de confession musulmane sont invités à faire ce travail de contextualisation
pour qu'ils adaptent leurs pratiques religieuses et leurs pensées islamiques par rapport au contexte dans lequel ils se trouvent. Et ceci n'est pas du tout contradictoire avec le fait d'être un musulman authentique. Est-ce que vous ressentez qu'il y a un certain retour au religieux, une certaine radicalisation de l'islam et des pratiques de l'islam, que ce soit en France ou au Maroc d'ailleurs? Est-ce que vous sentez qu'il y a une influence d'un islam importé? Mais l'islam a toujours dû faire face justement à des groupuscules de cette nature qui dévoilent le texte sacré, qui instrumentalisent un certain nombre de concepts, notamment celui du djihad. Il y a une notion de hijra aussi, qui est utilisée par certains groupuscules terroristes aujourd'hui pour inciter un certain nombre de jeunes musulmans à travers le monde, et notamment en France, à quitter un pays non musulman, la France en l'occurrence, et à aller rejoindre un pseudo-État islamique. Et donc il y a un dévoiement de ces notions de djihad, de hijra. Maintenant, il y a un certain nombre de versets également qui peuvent être instrumentalisés pour essayer de dévoyer les valeurs et le message de l'islam et essayer de justifier des actes de terrorisme. Par exemple, donc combattez les mécréants entièrement comme ils vous combattent entièrement. Ça fait partie des priorités du Conseil français de culte musulman de mettre en place un conseil religieux, un conseil théologique, un majlis ilmi, comme on dit au Maroc, qui soit la référence sur le plan théologique pour les musulmans de France et qui fasse ce travail de pédagogie et d'explication justement de ces versets ou de ces concepts de la religion musulmane qui sont parfois dévoyés. Cet extrémisme, malheureusement, peut aller vers la violence, voire le terrorisme. La question du salafisme en France, effectivement, malheureusement, a pris des proportions parfois, je dirais, inquiétantes dans certains quartiers ou dans certaines mosquées. Ce salafisme-là, il n'a pas sa place dans l'islam de France, il n'a pas sa place d'ailleurs dans la religion musulmane tout court, et il faut effectivement le combattre. Je n'ai pas peur de la route, faudra voir, faut qu'on écoute des méandres creux des reins et tout ira. Les banlieues cristallisent les difficultés que connaît la France aujourd'hui. Pauvreté économique, difficultés sociales, abandon scolaire, une jeunesse à la dérive, en manque de repères, en manque d'identité. Pour voir ce qui se passe dans les banlieues, nous allons à Mantes-la-Jolie. Pourquoi Mantes-la-Jolie? Parce que c'est une des plus grandes banlieues d'Europe et c'est la plus grande concentration de Marocains après le Maroc. Tout disparaîtra, le vent nous portera. Nous allons à la rencontre de Fadwa Rezouani, qui a été élue locale, adjointe au maire de Mantes-la-Jolie et très active sur le terrain pendant de nombreuses années. C'est une militante et elle va nous ouvrir les portes de Mantes-la-Jolie. Moi, je suis une enfant issue de l'immigration puisque mes parents, et en l'occurrence mon père, est arrivé dans les années 70, lors de la vague d'immigration liée bien évidemment à des postes bien identifiés, puisque pas loin vous avez l'usine Flin et Peugeot, donc, qui ont bien entendu besoin de personnel. Et donc, suite à cela, il y a eu le regroupement de famille et l'arrivée de ma mère sur Mantes-la-Jolie, ville où je suis née en 77. L'image qu'on a des banlieues, c'est les tours, c'est la détresse sociale, les difficultés, la pauvreté économique, l'abandon scolaire, les trafics, la violence, les émeutes. On pousse même jusqu'à dire que bon, c'est le lieu de naissance des terroristes. Les banlieues sont pointées du doigt. Est-ce qu'on est loin de ces clichés? Il y a un peu de vérité? Écoutez, moi j'y suis née, j'y ai grandi, je peux vous dire qu'on est loin de ces clichés. Il serait temps de les abandonner et de venir vraiment voir ce qui se passe, parler des jeunes qui réussissent, de ceux qui sont médecins, de ceux qui sont athlètes de haut niveau, qui vont représenter le bleu, blanc, rouge au-delà des frontières parce qu'ils sont avant tout français. Aujourd'hui, on a cette chance que le tissu associatif est là, existe, que la mairie met en place des lieux de vie, qu'elle mette les moyens financiers parce que c'est aussi mettre des moyens pour pouvoir trouver des médiateurs, avoir des financements associatifs pour mener ce combat. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin de se réapproprier l'appartenance au groupe, l'adhésion aux valeurs, à la République, à la nation? C'est évident, de toute façon ça doit faire partie. Moi je me rappelle quand on était petit, on avait l'éducation civique, chose qui a disparu au fil des années et qui a un manque réel. Il faut retravailler là-dessus et remettre au centre l'essentiel. L'éducation, c'est primordial. C'est l'essentiel. L'essentiel, effectivement, pour
Voilà, pour contrer tous ces comportements qui ressemblent à des comportements inhumains. C'est quoi pour vous être française? C'est moi. Être française, c'est moi. C'est être fière d'être bleu, blanc, rouge, de pouvoir être au même niveau. Ceux qui sont natifs, pas natifs même, on va dire de souche, j'aime pas trop ce mot, mais bon, de souche française. Donc oui, c'est être au même niveau et le revendiquer. Et est-ce que vous êtes musulmane? Aussi. Est-ce que vous êtes pratiquante? Oui. Est-ce que vous êtes laïque? Aussi. Donc on peut être musulmane, républicaine et laïque. Aujourd'hui, il y a des Marocains de première génération, deuxième génération, troisième génération. Jusqu'à quand continue-t-on à dire qu'on est marocain? Je pense qu'on le dira indéfiniment. Tout simplement parce que le lien est tellement fort. L'histoire du Maroc et de la France, ça a toujours été une histoire assez forte entre les deux pays. Même si on n'a plus de famille là-bas, qu'on ne parle pas la langue, qu'on n'est pas né là-bas, qu'on n'a pas grandi là-bas, qu'on ne s'est pas construit là-bas? Parce qu'il y a eu une petite goutte de sang qui a coulé dans nos veines et ça continuera à couler de génération en génération. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM et la môme du 8e, le HLM. Au premier, dans mon HLM, y'a le jeune qui a dynamique, costard en alpaga, celui qui a payé 20 briques, 102 pièces plus loggia, il en a chié 20 ans. Bonjour. Bonjour. Je viens pour découvrir Mantes-la-Jolie. D'accord, je pourrais jamais la quitter. J'ai déjà essayé et je suis revenue. Non, ça se passe bien la vie. Ouais, ça se passe bien ici. On m'a dit que c'était apaisé, qu'il y avait... C'est très communautaire, ça veut dire que vous allez voir que des Arabes et des... C'est vrai. Si vous voulez voir les Français, il faut aller au centre-ville et encore. Mais c'est tout, quoi. Après, ça, c'est la politique. Vous dites des Français, mais vous êtes française? Oui, moi, je suis française, mais d'origine. Donc, il y a toujours cette différence, ça sera toujours là, de toute façon. Ouais. تقبلوني إلا أجلس معاكم؟ والله ما عندي أنا هانية. ما عنديش مشكل. لا ما صحفي. بلاد حرية هذه. أنت مغربي؟ حتى أنا مغربية. كيف البلاد يسي بريسك. سي فري. البلاد هنا هو سبحان البلاد. خاصو شتي هنا القهوية. طاجين ها اللوبيا العدس ها القرعين ها البصاره اللي عجبك كبرنا هنا عشنا هنا في فرنسا اون فريمون دي فرونسي ماروك ماتنون فالي في كوم سون دون بلان دو شوز زعما non زعما سي كوم سو ابيي تو سا سي يا بلو افون يافي الحشمه افون كونت الي دون لي كافي تو با ان فام تخاد فيمي لي سيجار دون الكافي ماتنون سي عادي. وبغيتي تزوج ولا؟ ان شاء الله اوبليجي وهذا كيفاش بغيتي مراتك تكون؟ تبع الدين ديالي سي بون الحمد لله. Tu tombes amoureux d'une fille, elle est pas musulmane. Ah mais l'amour, moi, sur moi, ça n'existe pas, ça. Nos parents, voilà. Ils sont pas mariés avec amour, la plupart, 99%. Et pourtant, ils ont moins de divorces que par rapport à la jeunesse. Après, moi, ma femme, je ne l'empêcherai pas. Je ne la forcerai pas déjà de mettre le foulard. C'est elle, ça fait le mettre. Elle le mettra, ça veut quoi. Moi, je ne peux que la conseiller. La conseiller en tant que mari, en tant que... Parce que je reste comme son père, son frère. Et tu vas lui conseiller quoi? Lui dire que... faut y songer, Zahmak. Donc elle peut sortir, venir, rentrer à l'heure qu'elle veut. Non, si elle veut sortir, je vais devoir ramener des copines à la maison. Si elles veulent venir, elles viennent à la maison. D'abord, moi, je vais les voir, ces copines, comment elles sont. Je vais les connaître. Mais je vois, il y a des femmes. Elles viennent même, elles, travailler. Elles baissent leur tête, tout ça. Mais on sait comment ils sont, les hommes. Dès qu'il voit une femme, qu'elle soit belle, hein, ça y est, ça commence à... La langue, tu vois, bref, mais, commence... C'est ça, en fait. Mais ça, c'est le problème des hommes, pas le problème des femmes. Ça, c'est le problème des hommes. Après, ça, donc, à ce moment-là, c'est les hommes qu'il faut enfermer, c'est pas les femmes qu'il faut empêcher de sortir. Ouais, ou sinon, bah, faut mettre les femmes que vraiment dans un travail avec que des femmes et voilà, et tout ça pas mélanger, comme ça l'histoire elle est réglée. Ou les hommes, ils se font éduquer, ils te parce que c'est pas parce qu'il y a des hommes qui tirent la langue que du coup on va dire aux femmes, toi tu restes à la maison. Oui, c'est sûr, faut expliquer. C'est injuste, c'est injuste. Par exemple, toi, si tu as confiance en toi, tu sais que ta femme elle t'aime, tu as confiance en elle, bah, elle peut sortir, même si des hommes viennent lui parler, tu sais qu'il n'y a pas de problème. Si tu as cette mentalité, tu vas forcément te marier avec quelqu'un qui a de la même mentalité que toi. Non, j'essaie juste de comprendre. Tu es d'accord avec ce que je dis? Ouais, après, de toute façon, elle est libre, elle sera libre, elle pourra travailler, elle pourra... Mais après, si elle veut sortir, bah là, c'est tout. Bah, on sait c'est qui le patron. Par contre, si elle c'est qui le patron? Bah, c'est le Rajel Tar. Mais ça, c'est l'ancienne génération, ça. Mais il faut pas croire. Moudar, là, c'est allé. Tout le temps, même si les femmes avant, Moudar, demain, c'est Moudar. Pourquoi Moudar? Mais on dit aussi Moulet Dar. Oui, Moulet Dar, c'est quand il n'y a plus Moudar. La nuit, je ne vais pas laisser ma femme pour aller à Bastille la nuit, tu vois, pour aller voir quoi. عندها الثلاجة عمرها شربي voilà الثلاجة عمرها حلي الثلاجة. Mais moi j'ai beaucoup. Bien sûr. Tu la laisses libre et confiance en elle et confiance en toi et ça ira très bien. Pour les miens, arabes et noirs pour la plupart et pour mes partout.
prolétaires et banlieusards. Le 2, ce sera pour ceux qui rêvent d'une France unifiée. Car à ce jour, il y a de France qui peut le nier. Et moi, je suis de la deuxième France, celle de l'insécurité, des terroristes potentiels, des assistés. C'est ce qu'ils attendent de nous. Mais j'ai d'autres projets qui me retiennent ça. Je suis pas une victime. Bonjour. Donc Aïcha qui œuvre en direction des femmes et l'alphabétisation notamment sur le quartier. Donc vous allez assister à un cours d'alphabétisation d'une vingtaine de femmes qui viennent ici en quotidien. Tous les jours. Tous les jours. D'accord. Voilà. Là, on a quoi ici? Moins, Merci. ça, plus. Donc c'est pas les mêmes. Ouais. Tu peux lire. Fadel. 34 plus 27. Oui. Égal. Oui. 61. Voilà, très bien. On fait l'autre opération. 42. Moins. 30. Moyen. Moins. 42. Moins. 32 est égal à 72. Quand S-O-I après c'est T-O. Je suis venue avec mes parents. Vous êtes venu d'où? Au Maroc. Et au Maroc, vous n'alliez pas à l'école? Non, j'étais pas. Pourquoi? Parce que ma mère, elle n'a pas inscrit à l'école. Moi, j'ai parti à l'école il y a longtemps, comme j'ai entré ici en France. Après, avec les enfants et tout, il n'y a pas de temps. Donc en fait, vous avez suivi tout le mari, vous êtes occupé des enfants, et maintenant que les enfants sont grands, vous allez à l'école, c'est ça? Et les femmes, elles viennent, ou bien il faut les convaincre? Il faut convaincre les hommes plutôt. Ah. Parce que, si vous voulez, un homme, il a amené une femme qui s'occupe de lui, de sa maison, des enfants. Ils étaient contents, les hommes, à ce moment-là, que les femmes ne connaissent rien, ils ne peuvent pas chercher les histoires. Aujourd'hui, il y a les hommes qui ramènent leurs femmes pour les inscrire au cours d'alpha, parce qu'ils ont trouvé qu'il y a des femmes qui ont fait des cours d'alpha qui ont leur permis, qui travaillent même. Donc, le mari, ça lui fait un petit peu de vacances. Les personnes qui ne peuvent pas parler le dialecte du pays où ils sont, pour moi, c'est des malheurs. Comment vous voulez vivre dans un pays où vous avez l'intention de vivre, faire les enfants, etc. Il faut comprendre l'autre. Il faut aussi le faire comprendre. J'ai vécu en France et je me sens française le 100%. Ce n'est pas le papier que vous mettez français, c'est le cœur. Donc moi j'ai fait ma place et je me sens fière. Parce qu'il faut faire sa place. Il ne faut pas se sentir doublé. On ne peut pas être double. Là où on est, il faut être à 100%. Moi ce que je veux, c'est la femme du 21e siècle. Elle soit une vraie femme qui est capable de se lever le monde. Vous pouvez être fière de vous. Merci. Et vous pouvez encourager les autres femmes autour de vous à faire la même chose. Je suis très fière de vous, vous êtes un exemple pour tout le monde, vraiment. Eva de Vitré. Voilà. On y est. On a une école privée musulmane, au même titre qu'il existe une école privée catholique à Mantes-la-Jolie. Bonjour. Bonjour, ça va? Laïla, enchantée. C'est une école républicaine. En ce sens qu'elle promeut les valeurs de la République française. C'est sans ambiguïté, c'est vraiment une conviction profonde que de permettre avant tout de pouvoir former des citoyens français. Ça a été essentiel. À l'heure de la mixité, du vivre ensemble, vous ne craignez pas que les écoles musulmanes, par exemple, puissent donner l'impression d'être communautaires? Elles sont toutes, sauf communautaires, elles sont à la fois dans l'ouverture et ont vocation à accueillir tous les élèves. Et c'est toute l'intelligence d'un projet comme celui-ci, c'est-à-dire que de partir de ce qui peut faire, ce qui peut être notre singularité, vers l'universalisme. Le Moustique Tigre, l'Organisation mondiale de la santé OMS, a pris des mesures d'urgence pour contrôler la progression de la maladie. Tous les jours, vous regardez ce qu'il y a dans la presse, dans les informations, et puis vous en parlez? En fait, une fois par semaine, on fait un journal d'actu, donc c'est un élève qui présente. Par exemple, c'était quoi les autres actus que vous avez étudiés en classe? Alors, vas-y. Les Syriens. La République. Oui, la République française. Quand vous avez parlé des symboles de la République, qu'est-ce que vous avez dit? Oui? Le symbole du drapeau.
Oui. La Marianne. Liberté, égalité, fraternité. Et vous êtes français? Oui. Non, moi je suis algérien. Algérien? Je suis marocaine. On est français et d'origine marocaine. La France, c'est ton pays? Oui, c'est mon pays où je suis née. Moi, j'aime pas quand on critique la France. Vous avez dû parler des attentats, vous avez dû parler de tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Par exemple, Daesh, il font comme ça. Oui. Ben, c'est ça. À la France, parce qu'ils aiment pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Que c'est mal, que c'est pas bien et qu'il faut arrêter ça. Ça nous fait peur parce que c'est plutôt dans la région parisienne et je veux pas dire que c'est à côté, mais Mantes-la-Jolie c'est quelques kilomètres et ils peuvent se rapprocher. La religion, c'est la paix, c'est la fraternité, c'est pas en fait on va tuer tout le monde, on va faire la guerre. Je pense que pour l'attentat de Charlie Hebdo, les personnes elles ont le droit de s'exprimer parce qu'on a la liberté d'expression en France. Enfin, on est peut-être musulmans, mais c'est pas pour autant qu'il faut nous faire du mal. Moi, ma mère, elle me dit qu'il faut donner le bon comportement aux personnes qui ne sont pas musulmanes pour leur montrer qu'on a une bonne religion. On n'est peut-être pas de la même couleur, du même pays, mais on est tous des humains, on a tous des yeux, des pieds. Moi, ce que je dirais là-dessus, c'est que justement, ils ont le devoir, eux, d'apprendre ce qu'est l'islam, en fait, et le vrai islam. Et s'ils sont dans cette école, c'est aussi pour ça. C'est parce que les personnes qui font ces choses-là n'ont pas compris le sens de l'islam, ou ont appris l'islam, mais d'une façon qui n'est pas correcte. Donc eux, ils ont encore plus le devoir de l'apprendre correctement. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. C'est un son plein de sourires dans un climat tendu qui espère et respire dans cette époque tordue. C'est le son qui propose des virages, des voyages, des clameurs, des visages. C'est le son des mariages. Et si on chantait, nous tous. Elle s'est aussi inscrite au cours d'alphabétisation alors qu'elle avait déjà 60 ans et aujourd'hui, Tata Milouda dit aux femmes « Apprenez à lire et à écrire, apprenez un métier, soyez indépendantes car il n'est jamais trop tard pour être libre. » Comme elle dit, grâce à son stylo et à son cahier, aujourd'hui elle est libre, indépendante, heureuse et elle est même une artiste slameuse reconnue par Grand Corps Malade en personne. Comment ça va? Que du bonheur. La Tour Eiffel, Montparnasse, Montmartre, tout Paris devant Tata Milouda. Comme on m'a dit, l'école c'est pour les garçons, pas pour les filles. Il y a beaucoup de monde qui n'est pas d'accord avec les filles partir à l'école. Et moi j'ai dit à tout le monde de savoir c'est le pouvoir. المعرفة هي اللي ننجحوا فيها واللي نطلعوا فيها. باباك مازال في حياة؟ لا لا الله يرحمه مسكين الله يرحمه. وشافك ملي جيتي هنا فرنسا ولا؟ شافني كي جيت وي. وكان فخور فرحان ولا كان؟ لا جيت انكاشيت لا فيريتي. فرنسا عاونتني. لقيت المدرسة فابور، لقيت l'ordinateur فابور، لقيت لامبريما فوتوكوبي فابور، السنتر سوسيو كولتوريل فابور، المعلمين فابور. هادشي كادو لا فيريتي هادشي بوغ موا هادشي كادو شكرا الله. يمكن كون قعدت في دواري ما عمرني ما غادي نربح مدايا، ما عمرني ما غادي نتعلم نقرا ونكتب، ما عمرني ما غادي تبارك الله درت الافلام درت التياتر ولا مع ناديه مع كانكور مالاد مع جمال دبوز ما تمكنش وقعدت في دواري كون انا متحده فاطمه حيت انا كنت عشت في لا سوفرانس ولا بيولان. راجلي فين ما كان يزعف ولا يلوح الطبسيل ولا يقلب الطابله نقول ليه شكرا حبيبي. علاش شكرا حبيبي؟ باش ما يضربنيش نخاف منه ربي اللي خلقني. باغفوا نخاف من راجلي ما نخاف من الله. تقول لهم صبري الرجال تاع الدوار وما هكاك خشابين. انا بكري عندي 6 اولاد شكون اللي يعطيهم الخبز؟ سي اوبليجي اكسبتي تو. سي اوبليجي نقول ليه شكرا حبيبي يستاهل ميم با شكرا حبيبي. علاش وجهي باقي زوين؟ صحاباتي مهرسين لي وجههم والله ما نكذب عليك والله اللي خلقني وخلقك من هنا مهرس من هنا زرق من هنا مهرس. دونك سافي دير كو الا كنتي كتخدمي وكتربحي انا فلوس كنت ديالك خدامه وتبارك الله عندك خدمه عندك طوموبيل عندك الدار عندك كل شيء. اش بغيتي هذا اللي ضربك دمك يقطر؟ اش بغيتي؟ لاش؟ قال لك ربي يسامح الله اعلم واش هادي بصح ولا لا.
الا واش ربي يقبل هذا الشيء؟ الله اعلم واش ربي يقبل هذا الشيء. تعذبي العبد وتمشي للحج؟ لا، تضرب مراتك وولادك قدامك تغسل يدك تمشي للجامع. الجنه هي مراتك وولادك. عاد سير للجامع. ملي راجلي كان ليا رزقي وبنى الدار وتزوج بالبنت الصغيره ونكرني، تما سيفيني، تما قلت ذبحه ولا ربحه. انا ندمت بكري، ندمت ما قدرش نتكلم، ما كنتش نديفهم راسي وامي واختي وجارتي والحقوق الانسان ونمشي للمحاربه الاميه ونمشي نسول ونمشي نقرا. ديما نمشي للدوار، ديما فين ما مشيت العدو ولا ديال الدار البيضاء سطات نمشي للدوار. نقول لهم انا فيق والقانون راه تبدل. واحد المره قالت لي القانون تبدل عا في الاوراق، عا في التلفزيون، في الراديو. شوفي في الديور راه باقي هو في الدواور. دونك المشكل هو العقليات. انا نقول نهار اللي حيت جينيراسيون ديالي ديال با وديال خوتي وديالي انا نموت ونشرفوا ونمشيو، الحاله غتشنجر. دابا داك قالوا شوف المجتمع ديالنا ما يسامحش، هو اللي خلانا اللورا. ما دروك خاصك تهضري وانا نهضر ولا اخر يهضر وموا نشانجي واحد شويه العالم. يا رحميني هي امي، يا وعاونيني هي امي، يا وخرجيني هي امي. صبري تمشي للجنه. امك كانت هكاك، جداك كانت هكاك، عدوزتك كانت هكاك، خالتك كانت هكاك، حتى تيت بركي هكاك. انا قلت لها صبري تمشي للجنه. انا بغيت شويه تاع الجنه درك في الحياه قبل الاخره. Bonjour Tata Melouda, ça va? Ça va? Ça va. Ça va la faire, fais comme ça. Non, moi je fais pas ça. Pourquoi le calou chez vous? Mon stylo est mon cahier. Je venais de mon village. Vas-y. Pour moi, quand je regarde Tata Melouda, je me dis, j'ai pas le droit à mon âge, moi, de baisser les bras. Toutes les femmes se retrouvent en elle. Et ce qui a payé pour elle, c'est le travail. Quelles que soient nos convictions religieuses, eh ben, on nous demande d'aimer la terre qui nous accueille. Et c'est ce qu'elle a fait. Avant qu'on commence, je vais te mettre au début et tu vas t'entraîner, je vais régler les micros, d'accord? Pour libérer ma liberté, Allah liberté, ma liberté. Attends, écoute-moi. Moi, ce que je voudrais là, tu vois, quand tu dis « Elle est danser ma liberté », tu fais « Haïwa, tu vois, tu mets ça dedans. Quand j'étais petite fille, j'étais maltraitée, et j'étais condamnée. Quand j'étais jeune femme dans mon village, avec la violence, avec ma souffrance. حياة زينة، الحرية زينة، القراية زينة، والمدرسة زينة، والكتبة زينة. شكرا الله. ليلى اجي بنتي، اجي سلامي حدايا، تعالي نغنيو بجوجات لا ليبرتي بور لي فام دو موند انتي ان شاء الله. واخا يلا، ولكن عاونيني قولي لي شنو خصني نقول. جي دانسي بور ليبيري ما ليبرتي، جي سلامي بور ليبيري ما ليبرتي، لا ليبرتي سا ليبرتي، لا ليبرتي ما ليبرتي. Vive la liberté pour les femmes du monde entier. هذيك كلمة زوينة، برافو عليك تاتا ميلودا. Tata Melouda fait partie de ces femmes que nous voulions rencontrer, que nous voulions vous présenter, ces femmes qui s'inscrivent dans la lumière, dans l'action, dans le vivre ensemble, dans la République, ces femmes qui se sont battues, qui sont tombées, mais qui se sont toujours relevées. Il y en a beaucoup d'autres et j'espère avoir un jour l'occasion de vous les présenter également. En attendant, je voudrais remercier Safia, Myriam, je voudrais remercier Fedwa, Zekia, toutes ces personnes qui nous ont permis de voir ce que c'était qu'être femme française, marocaine, musulmane, pratiquante ou pas, laïque, républicaine, aujourd'hui en France. À l'heure des replis identitaires, des communautarismes, des stéréotypes, il paraît plus que jamais indispensable de balayer les amalgames, de réaffirmer nos appartenances, nos attachements aux valeurs universelles pour chaque jour, chacun à sa manière, dire non aux extrémismes, non aux obscurantismes, car nous valons bien plus que cela. Je voudrais vous dire merci à vous, nous suivre chaque jour plus nombreux. Tata Melouda, encore merci. Shokran bzef, Ntia Metel. Vous êtes un exemple et une inspiration pour beaucoup. Ça, c'est pour la bonne chance et de la joie. Toujours. Et je vous dis, salam alaikum à vous. À très bientôt pour de nouvelles rencontres et d'autres moments comme celui-là. De la patrie, le jour de gloire est arrivé.
ce soldat qui viennent jusque dans nos bras, égorger mon fils et mon copain.